je vais te raconter une histoire. Et ensuite, je veux que tu te questionnes. Est-elle bien réelle ou est-ce tirée d'un film de J.J. Abrams ? Bon, déjà le contexte. Ça se passe dans une ville, disons, importante. Une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Une ville nichée dans une baie. Et vois-tu, un jour où le temps se faisait capricieux, un navire apparut soudainement dans la baie, se dissimulant aussitôt dans l'épais brouillard qui entourait le port. Mais tout d'un coup, un étrange canon dispersa des aérosols. Ce vaisseau suspect commençait en fait à vaporiser quelque chose d'anormal dans l'air. Quelque chose comme des bactéries. Fin de l'histoire. À ton avis, c'est vrai ou pas ? Eh bah, ce que je viens de te raconter, c'est pas du tout un film de science-fiction, mais un fait qui s'est réellement passé en 1950 dans la baie de San Francisco, l'opération Sea Spray. L'armée US a en fait dispersé sur la ville de San Francisco, non pas une fois, mais à plus de 6 reprises, les bactéries Bacillus subtilis et Serratia marcescens à l'insu de ses habitants. À cette époque, ces bactéries n'étaient pas considérées comme nocives pour l'homme, mais au cours de cette sordide expérience, au moins une personne a perdu la vie et 10 autres se sont malheureusement retrouvés hospitalisés. Par ailleurs, dans le cas de la bactérie Serratia marcescens, il a depuis été prouvé qu'elle était néfaste pour la santé de l'homme. Ainsi, la conséquence du recours à des expériences de ce genre a engendré chez cette bactérie une certaine résistance aux antibiotiques, provoquant ainsi des épidémies périodiques. Mais à ce stade, je suis sûr que tu te poses une question. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont décidé d'asperger leur propre population avec ces bactéries ? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils espéraient réaliser ? La clé de ce mystère, elle se trouve dans le programme d'armes biologiques que les États-Unis ont mis en place en 1943 et qui reprit pendant au moins 20 ans entre 1949 et 1969. Des tests microbiens ont été effectués par des unités dédiées à des fins militaires. Au calme, ces opérations ont eu lieu dans diverses villes en utilisant la population civile comme cobaye, sans qu'on leur demande leur avis. Maintenant, non, ils n'ont pas été les premiers et ils ne seront pas les derniers. T'imagines pas non plus qu'ils ont été les pionniers. Non, loin de là. C'est quelque chose qui existe malheureusement depuis de très nombreuses années. Tu veux en savoir plus sur le monde impitoyable des armes biologiques et sur la menace qu'elles peuvent réellement représenter ? Penses-tu que notre société est prête à faire face à une éventuelle attaque biologique de grande ampleur ? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, on jette un coup d'œil à l'histoire. Armes biologiques, l'histoire militaire la plus sombre. Avant de commencer, on va prendre un peu de recul. Le développement et l'expérimentation d'armes biologiques sont interdits depuis 1975 par, attention, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction. Ouais, c'est hyper long, mais c'est bien sous ce nom que cet accord est connu. Dans la pratique, la grande majorité des pays du monde ont cessé tout développement ou expérimentation bactérienne à des fins barbares. Mais jusqu'en 1975, plusieurs pays ont continué à développer et dans certains cas ont même utilisé ce type d'armes et ce à plusieurs reprises. On parle principalement des États-Unis, de l'URSS et du Japon. Mais ils n'ont pas été les premiers à avoir recours à ces pratiques. En fait, les armes biologiques existent depuis bien avant que ces puissances ne lancent le développement dans leur programme d'armes bactériologiques. Les premières armes biologiques remontent au moins au XVIe siècle avant Jésus-Christ avec le peuple des Hittites. Mais il existe également des preuves de leur utilisation courante dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Scythes tiraient des flèches empoisonnées sur leurs ennemis. On sait également qu'il était de coutume que les Perses, les Grecs ou encore les Romains empoisonnaient les puits et les sources d'eau de leurs ennemis avec des carcasses d'animaux morts infectés par des maladies contagieuses. Les Tatars ont eux aussi fait un truc relativement similaire au XIVe siècle, jetant avec leurs catapultes des corps contaminés par la peste sur les Génois de Kaffa. De même que les Britanniques qui ont généreusement offert des couvertures infectées par la variole aux Amérindiens au XVIIIe siècle.
Mais bien sûr, il n'est pas nécessaire de remonter si loin dans le temps pour observer l'utilisation d'armes biologiques. Le Japon a largement utilisé ce type d'armement au cours de la première moitié du XXe siècle. Même que l'Empire japonais disposait d'une entité spécifique, l'unité 731, qui, à la base, avait pour but d'enquêter sur les effets de certaines bactéries et virus sur des prisonniers vivants. Mais ces agents pathogènes ont ensuite été récupérés et utilisés sans discernement lors des différentes guerres expansionnistes du Japon. Par exemple, en 1939, Tokyo a utilisé la bactérie Salmonella typhi pour polluer les réservoirs d'eau de l'ex-Union soviétique. En fait, face à la menace croissante des armes biologiques, les États-Unis ont décidé d'établir leur propre programme en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Un programme qui est resté actif pendant des décennies et qui a laissé à la puissance états-unienne la distinction discutable du pays le plus avancé en termes de technologie de guerre biologique. Maintenant, la question est, comment en sont-ils arrivés là? Accroche-toi bien à ta chaise car il y a beaucoup de choses à dire concernant ce sujet. Je suis prêt à parier que tu vas être méga choqué. Si l'histoire de San Francisco qu'on a évoquée au début de la vidéo t'a déjà surpris, alors la suite va sûrement pas te décevoir. On regarde ça de plus près. Citoyens et cochons d'Inde des laboratoires. L'affaire de San Francisco n'était malheureusement pas un cas isolé. Aux États-Unis, les essais d'armes biologiques, mais aussi d'armes chimiques, ont été relativement courants pendant de nombreuses années. L'objectif principal de ces tests était de comprendre de quelle manière la population serait affectée et ainsi d'anticiper les dommages que pourrait causer une éventuelle attaque biologique d'un ennemi ou encore d'un groupe terroriste. Le fait est que pour faire avancer ces recherches, l'armée des États-Unis a libéré des bactéries considérées comme inoffensives, mais aussi des toxines. Puis, l'air a été analysé pour comprendre dans quelle mesure et à quelle concentration les agents se sont propagés. Malheureusement, ces tests de terrain made in USA n'étaient pas toujours, disons, très chirurgicaux. Alors ici, on va pas commenter l'utilisation de l'agent orange par les États-Unis au Vietnam ou la contamination aux métaux lourds des populations locales du fait des munitions laissées derrière par les armées US et occidentales dans les pays du Moyen-Orient, parce que sinon, on y passerait des heures. On va se concentrer spécifiquement sur la question des armes biologiques. Je m'explique. Entre 57 et 58, l'armée états-unienne a piloté des avions à basse altitude dans des régions telles que Saint Louis et le Minnesota, lâchant dans l'atmosphère un super mélange de sulfure, de cadmium et de sulfure de zinc juste au-dessus des zones urbaines. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, le cadmium est toxique et cancérigène. Donc, toi, t'es tranquille dans ton jardin en train de tondre ta pelouse et tu chopes un cancer alors que t'as arrêté de fumer depuis 2 semaines. Ouais, la vie est cruelle parfois. Le fait est que ces expériences ont été menées sur une population civile totalement non préparée et principalement dans des quartiers noirs et à faible revenu. These aerosols could be spread over large areas. Submarines could release aerosols near coastal cities. Mais attends, c'est pas fini. Des expériences similaires se sont poursuivies dans différentes régions du pays jusqu'en 1968. C'est hyper récent en vrai. Tu peux probablement en deviner les conséquences. Des années plus tard, plusieurs études ont montré une recrudescence de divers cancers dans les zones où ces expériences ont été menées. Et le meilleur, c'est que lorsque les gens ont commencé à remettre en question cette brume et ces étranges nuages, les fameux chemtrails, le gouvernement fédéral a fait l'autruche, expliquant aux gens que ces avions menaient en réalité des expériences visant à couvrir les villes d'une sorte de brouillard épais qui permettrait de les cacher vu du ciel en cas de frappe aérienne de la part des soviétiques. Et ouais, ils en avaient de l'imagination. Mais pourquoi intoxiquer sa population juste en vue de mener à bien des expériences pareilles? Ça paraît ahurissant, sordide et absurde. Mais si ça te semble scandaleux, attends de voir ce qu'ils ont fait en 66 en plein cœur de New York. Cette année-là, plusieurs expériences ont été menées avec notre chère bactérie Bacillus subtilis dans le métro de New York, en pleine heure de pointe. Dans ce cas précis, les expériences consistaient à lancer des ampoules remplies de bactéries sur les voies et à l'intérieur des trains eux-mêmes, ou encore à travers des conduits d'air pour voir jusqu'où et avec quelle virulence une véritable attaque biologique pourrait se propager si le métro était pris pour cible.
Ces ampoules, en se brisant, ont libéré dans l'air des millions de bactéries qui, dans de nombreux cas, sont entrées dans les trains et ont été transportées sur des kilomètres et des kilomètres à travers le réseau souterrain de la ville. Et l'étude a révélé que si une attaque biologique avait pour cible le métro de New York, des millions de personnes seraient exposées à la maladie et que la propagation de l'attaque pourrait donc atteindre la majeure partie de la ville en un temps record. Oui, t'as bien entendu, des vrais tests avec des charges bactériologiques dans le métro de New York sous l'impulsion de Washington. Alors, surpris ? Comme toi, ils ont été tout aussi bouche bée à l'hôtel de ville de New York. Car loin d'avoir averti les autorités locales, pourquoi faire ? Il faudra attendre les années 80 pour que les autorités new-yorkaises prennent conscience de ces tests bactériologiques dans leur propre ville. Maintenant, je suis sûr que tu te dis que c'est terrible, que c'est répréhensible en tout point. Mais on va observer cette affaire sous un autre prisme. Tous ces exercices ont-ils au moins permis d'améliorer la capacité des États-Unis à faire face à une potentielle attaque biologique ? Dans quelle mesure le pays et plus largement le monde sont-ils préparés aujourd'hui ? Est-ce qu'une attaque de ce genre pourrait constituer une menace pour l'humanité ? On va enquêter. Une réalité, malgré tout. Bon, du coup, les États-Unis sont-ils prêts pour ça ? Pas vraiment. Si tu penses que toutes les expériences qu'on a évoquées ensemble ont préparé les États-Unis d'aujourd'hui à faire face à une véritable attaque biologique, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est du moins ce qu'affirment de nombreux experts états-uniens en biodéfense. Écoute ça. Le sentiment est que nous ne sommes pas complètement préparés. Si nous sommes attaqués et que parallèlement nous disposons du traitement ou du vaccin dont tout le monde aurait besoin, nous n'aurions même pas la capacité de le faire parvenir à 330 millions d'États-Unis. Déclaration d'un haut fonctionnaire sous anonymat. Mais comment est-il possible qu'un pays qui investit 6 milliards de dollars par an dans la biodéfense n'est pas préparé à une attaque de ce genre ? Pour comprendre cela, on va te donner un exemple, celui de la variole, une maladie mortelle causée par le virus variolique qui a déjà été éradiqué, mais qui, pour autant, est préservé dans des laboratoires, notamment aux États-Unis et en Russie. Tu vois, si ce virus se propageait soudainement dans une ville, que ce soit accidentellement ou intentionnellement, sa propagation initiale serait pratiquement impossible à détecter et à arrêter. Car entre l'attaque et l'apparition des premiers symptômes, il y a une période d'incubation de plusieurs jours pendant laquelle le virus se déplacerait à loisir dans la ville. C'est comme ça que commence une épidémie ou une pandémie, comme on le sait déjà trop bien. Et puis, lorsque tu réalises enfin qu'une attaque biologique a eu lieu, des centaines, voire des milliers de personnes ont déjà été infectées. Des gens qui deviennent soudainement de véritables armes biologiques à leur tour. Ils propageront eux-mêmes le virus par inadvertance et infecteront ainsi un grand nombre de personnes jour après jour. C'est à ce moment-là que se joue une véritable course contre la montre. Pour te donner une idée de leur défense, les États-Unis disposent actuellement d'un stock réel d'un peu plus de 15 millions de vaccins contre la variole prêts à être utilisés à tout moment. Mais cela protégerait-il vraiment les États-Unis contre une éventuelle attaque biologique ? Mais c'est pas vraiment clair en fait. Déjà, entre la détection du virus, le lancement d'une campagne de vaccination massive dans la ville ou la région touchée, puis la vaccination effective de tous ses habitants, la perte de temps serait considérable. Et bien entendu, pendant cette période, le nombre d'infectés continuerait d'augmenter. De cette manière, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes seraient infectées à la suite de l'attaque biologique, avant même que des mesures de protection ne soient prises. Par ailleurs, dans un monde de plus en plus interconnecté, ce ne serait qu'une question de jours avant que le virus ne se propage dans tout le pays et parallèlement à travers le monde. Un peu à la manière du Covid quoi. Et tu vois, il existe un peu plus de 15 millions d'unités de vaccins antivarioliques disponibles dans l'ensemble des États-Unis. Ok, mais ça veut dire que même dans le pays qui possède les plus grandes réserves mondiales, à peine plus de 7% de la population pourrait être vaccinée. Bon, et pas forcément les plus nécessiteux, hein. Et le stock n'est pas le seul problème. Malgré les 15 millions de vaccins de réserve, seules 90 000 doses seraient réellement disponibles pour une utilisation immédiate en quelques jours. Seulement 90 000. Et la situation se reflète plus largement au niveau international.
En gros, on estime qu'il y aurait entre 600 et 700 millions de doses supplémentaires à tout casser, en stock à travers le monde. On est 8 milliards. Imagine donc qu'à la suite d'une attaque biologique ou d'un accident, une épidémie mondiale de variole se produise. Ce serait ridicule et tout le monde se les arracherait. Et si l'on tient également compte du fait que les États sont désormais infiniment plus interconnectés qu'à l'époque de toutes les épidémies naturelles de ce virus avant son éradication, le résultat pourrait en réalité constituer une véritable menace pour l'humanité. Qu'est-ce que j'entends par là? Le SRAS-CoV-2 est un très bon exemple de la capacité d'un virus à se propager dans le monde aujourd'hui. Mais au-delà de cette question très obscure qu'est la propagation, il existe une autre interrogation qui inquiète tout autant, voire plus, les experts en biosécurité. Je parle de la simplicité et du faible coût de modifier génétiquement des agents pathogènes comme les bactéries et les virus. En fait, ces dernières années ont été marquées par des progrès considérables réalisés dans ce domaine grâce à une nouvelle méthode d'édition génétique appelée CRISPR-Cas9. Il s'agit d'une technique qui permet d'éditer les génomes de manière beaucoup plus précise, rapide et à moindre coût par rapport à la technologie d'édition génétique classique qui existait il y a encore quelques années. D'ailleurs, les inventeuses de ces techniques ont été récompensées en 2020 du prix Nobel de chimie. La technique consiste principalement à utiliser une enzyme appelée Cas9 pour couper le fil à un endroit précis du génome. Une fois la séparation réalisée à l'endroit souhaité de la séquence ADN, on a la possibilité d'insérer du nouveau matériel génétique dans cet espace. Ce nouveau matériel peut ainsi appartenir à une autre bactérie ou à un virus complètement différent, de sorte que des fonctionnalités peuvent être ajoutées ou supprimées artificiellement. On se croirait dans un jeu vidéo, un peu à la Plague Inc. si vous connaissez. Cela reviendrait à prendre un vieux pantalon qui te va plus, à couper le tissu et à mettre un autre morceau entre les deux pour l'agrandir, sauf que ce tissu, il peut être celui d'un autre vêtement complètement différent et avec des caractéristiques différentes. Après, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça fait hyper stylé dans ce cas précis, mais pas quand il s'agit d'armes biologiques. Cependant, ce système CRISPR a permis de baisser énormément les coûts. Actuellement, une telle expérience coûte en moyenne un peu plus de 3000 $. Or, avec les anciennes techniques, ces expériences coûtaient beaucoup plus cher. Le truc, tu vois, c'est que ces armes ne nécessitent pas de budget militaire de centaines de milliards de dollars, ni de milliers de soldats armés jusqu'aux dents, ni de flottes de drones, ni de porte-avions, juste un labo et un peu d'investissement pour créer le chaos. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une question de réduction des coûts. Cette technique a également permis de raccourcir la durée du processus, passant d'environ 18 mois à un peu plus de 3 semaines. 3 semaines. Le CRISPR a constitué une véritable révolution dans le domaine de la biomédecine. Une révolution aux résultats plus que positifs. Par exemple, il a réduit et simplifié la modification du génome des plantes pour les rendre résistantes aux facteurs extérieurs et aux parasites, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans de nombreux pays pauvres constamment exposés à ce type de catastrophe. Cependant, si l'impact du CRISPR-Cas9 est sans aucun doute positif, ce qui inquiète vraiment les experts en biosécurité, c'est ce qui pourrait arriver si ce système d'édition génétique était détourné de son but initial à des fins bien moins glorieuses. Si un pays ou même une organisation terroriste utilisait secrètement cette méthode pour créer des bactéries ou des virus génétiquement modifiés afin de les rendre plus résistants, plus mortels ou plus contagieux pour en faire des armes biologiques, nous pourrions être confrontés à un défi pour la biosécurité d'une ampleur catastrophique. Et même si l'édition du génome de virus ou de bactéries n'est pas une tâche si facile, CRISPR-Cas9 a simplifié et raccourci le processus par rapport aux techniques plus anciennes. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller de près à qui et à quoi servent ces techniques. Et aujourd'hui, si la pandémie du coronavirus nous a bien appris une chose, c'est que même les pays censés être les mieux équipés en matière de biosécurité peuvent subir des conséquences dramatiques de ces maladies.
C'est précisément pourquoi beaucoup de gens se demandent, est-ce que le monde d'aujourd'hui est plus vulnérable que jamais face aux menaces biologiques? Quelles mesures serait-il judicieux de prendre pour tenter d'atténuer cette menace? Penses-tu que ton pays pourrait surmonter une attaque de ce type à grande échelle? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, et si t'as aimé cette vidéo, lâche un like, partage et abonne-toi pour pas louper les prochaines. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, à bientôt et garde la pêche.